Renacast. J'ai pas peur de faire quelque chose que je sais pas faire parce que j'ai plus peur de ne pas le faire et de me dire j'aurais tellement voulu faire ça. Et tu sais que en fait dans toute chose, il faut juste y aller. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Aujourd'hui, nous allons explorer cet instant précis où le mouvement devient une marque et la vision une entreprise. Je suis avec Adèle Vandamme, fondatrice de Fusion Workout. Elle va nous expliquer comment, en partant de son passé de danseuse, elle a su créer, protéger et développer une méthode qui est bien plus qu'un simple entraînement. Une véritable pédagogie du mouvement. Bonjour Adèle et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir répondu présente aussi rapidement pour ton épisode. Je suis hyper content parce que on ne m'a dit que du bien de toi. Et évidemment, j'ai cherché, j'ai fouillé un petit peu dans les méandres d'Internet et j'ai trouvé des tonnes d'informations. Alors, il était difficile pour moi de tout regrouper, comme je te disais avant l'enregistrement, mais je crois que j'y suis arrivé. Et en tout cas, du coup, moi, je te connais un peu plus, mais avant d'aller plus loin dans l'émission, ce que je te propose, si tu le souhaites, c'est de te présenter auprès de nos auditeurs. Oui, alors me présenter brièvement, puisqu'on va faire ça pendant 1 heure. Alors moi, je suis aujourd'hui la fondatrice de Fusion Workout, qui est une entreprise que j'ai montée en 2018. J'ai monté cette entreprise quelques années après avoir monté le contenu qui est aujourd'hui le contenu que je vends dans cette entreprise. Je l'ai créé, ça s'appelle Pilates Fusion. Et je l'ai créé en 2013 et il a exactement l'âge de ma fille, qui a 12 ans aujourd'hui. Donc je l'ai créé quand j'étais enceinte. Et donc j'ai fait 2 bébés en même temps. Je crois que j'avais pas totalement la vision de ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais j'étais quand même, à un stade de ma vie dans une certaine maturité professionnelle et donc j'avais déjà monté des projets, créé je dirais des espèces de micro-sociétés, projets, contenus divers et là, c'était vraiment j'ai envie de dire la chose qui me ressemble le plus aujourd'hui et qui, synthétise, tout ce que j'ai pu faire auparavant, quasiment. D'accord. Donc tu crées une entreprise avec un projet en tête. Mais avant de créer tout ça, qu'est-ce que tu faisais? Parce que tu n'as pas toujours été chef d'entreprise. Alors non, mais ceci dit, ça fait donc 26 ans aujourd'hui que je travaille dans ce métier. J'ai fait quelques années, heu, j'ai eu des petits jobs auxquels je me destinais plus tard comme métier. Je ne pensais pas faire ce métier-là du tout, Je suis arrivée par hasard enfin par hasard. C'est un peu une histoire un peu de construction, mais je faisais du journalisme au tout début. Et répète-moi ta question, c'était quoi? Comment tu en es arrivé là? Parce qu'avant de lancer Fusion Workout, tu faisais d'autres choses, donc du journalisme, de la danse, beaucoup de sport peut-être également? Bien avant, bien avant. En fait, là, je suis remontée un peu loin quand je t'ai parlé du journalisme, c'est mon premier job, le journalisme. Je l'ai pas fait longtemps, mais comment je suis arrivée à Fusion? Je suis arrivée à Fusion après, au moins une douzaine d'années de coaching sportif, et de cours collectifs, dans des clubs de fitness et 12-15 ans et donc j'ai monté ça après. Hem Et j'ai toujours été tu m'as posé la question de l'entrepreneuriat, j'ai toujours été pas entrepreneur, mais je l'étais dans ma tête. J'étais au moins toujours libérale. Donc j'ai jamais été salariée de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Heu, il m'est arrivé quelques secondes, même pas quelques minutes d'en rêver. Mais je pense que c'est
profondément ancré en moi d'être indépendante et entrepreneur. Et j'ai aussi une petite définition de ce que c'est que l'entrepreneuriat qui est un peu personnelle et qui me correspond bien. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avoir le volant dans les mains. Et ça, moi, j'aime avoir le volant dans les mains. J'aime bien, si j'ai envie d'aller à droite, aller à droite. Si j'ai envie d'accélérer, de freiner, bon, voilà. Ça, c'est une chose. Et j'ai plutôt tendance à accélérer tout le temps. Et ça me correspond bien parce que et ça peut aussi poser des problèmes, je suis quelqu'un qui agit avant de réfléchir. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont comme moi. On a vraiment une capacité à être dans l'action. Et puis, plus on évolue dans ces mondes-là et qu'on crée quelque chose qui nous ressemble et qui a du sens pour nous, plus on développe ces qualités-là d'être dans l'action et d'être derrière le volant. Et pour moi, l'entrepreneuriat, au-delà de l'action et au-delà de la liberté que ça implique, et puis des obligations, évidemment, c'est un entrepreneur, pour moi, c'est un créateur de richesse au pluriel. Euh, et, et, et c'est pas forcément lié à l'argent. C'est quelqu'un qui est créateur, tout comme on peut être créateur quand on est artiste, c'est-à-dire qu'on a envie, au-delà de prendre le volant, on a envie de prendre son stylo tu vois, on a envie de dessiner, de construire quelque chose. Et moi, je me reconnais bien là-dedans. J'ai besoin de construire des choses. Donc au final, tu as toujours voulu être le capitaine, la capitaine du bateau, du navire, de ton navire, et aller à l'endroit où tu en as envie. Tu n'avais pas envie qu'on te guide à droite ou à gauche, faire tes propres erreurs et avancer comme toi tu l'entends. Plutôt intéressant. Donc du coup, finalement, est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi entre la partie où tu faisais du coaching sportif et la création justement de tout ton process finalement d'avoir lancé ta propre société? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a poussé, puisque avant tu es dans des salles, alors je ne connais pas grand chose en coaching sportif, tu vas le voir au fur et à mesure, mais avant tu es dans des salles, alors moi j'imagine le truc très basique, très éloigné du système, où tu aides les gens en groupe qui viennent, mais derrière il y a quand même une structure qui t'appuie, qui t'épaule, et puis à un moment donné tu sors de là pour créer quelque chose bien à toi, et tu vas même très très loin, on va le voir par la suite. Qu'est-ce qui a créé ce déclic? Alors, je vais juste un petit peu l'écosystème du fitness. Moi, j'ai commencé en 99, des clubs de sport, et j'ai commencé j'ai travaillé la première fois dans un club qui s'appelait le Wahoo Club Med Gym, qui venait d'être acheté par un groupe, par des entrepreneurs qui avaient dans la tête de créer un des premiers clubs haut de gamme à Paris, de sport urbain, etc. Et j'ai eu cette chance de travailler avec eux l'année de l'ouverture. Et j'ai été dans un écosystème qui était extrêmement favorable à... j'étais parmi mes clients, c'était des designers, des acteurs. C'était le centre de Paris. Et on était extrêmement... Enfin, on avait un monde d'entrepreneurs et de créateurs autour de nous. Et quand on est coach, on a une relation... tu t'as dit donner des conseils. Non. Moi, j'ai tout de suite passé la vitesse supérieure. Je suis devenue le coach de... Et quand tu es le coach de quelqu'un, tu es dans une relation privilégiée avec quelqu'un. Tu deviens très rapidement, si tu es bon coach, évidemment, et si tu es passionné par ce que tu fais, tu deviens quelqu'un d'important dans la vie de ces personnes que tu coaches. Et pour peu que tu coaches des gens qui sont très inspirants, qui sont eux-mêmes chefs d'entreprise, qui sont des créateurs, etc., tu baignes dans un environnement qui te stimule et qui te donne une image, un statut, voilà. Donc ça, tu vois, il n'y a pas eu de déclic. J'ai tout de suite baigné dans un environnement qui m'a stimulée. Et la deuxième chose, et ça, je te parle donc de l'origine, quand j'ai commencé mes premières années de coaching, c'est que j'ai eu aussi la chance
qu'il y ait ce statut d'auto-entrepreneur qui a été créé. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais été salariée, parce que moi, j'ai tout de suite été auto-entrepreneur, qui est donc la version micro-entreprise facile et accessible, qui a été mis en place très rapidement quand j'ai commencé à travailler. Donc j'ai eu cette liberté. Et ensuite, quelques années plus tard, pour du coup rebondir et revenir sur ta question, le déclic pour monter Fusion, il est venu quand j'ai créé Pilates Fusion, c'est-à-dire en 2013. Donc du coup, 13-14 ans après ma première année de coaching, donc quand même presque une quinzaine d'années, c'est que Pilates Fusion a été un succès très vite. J'ai vraiment eu beaucoup de succès dans mon cours et c'était parallèlement un cours qui, comment dire, ça faisait du bruit, ça a fait du bruit très vite, ce cours à Paris, et en positif et en négatif. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de détracteurs, de gens parce que je faisais quelque chose qui était un peu interdit, pas vraiment vu, interdit entre guillemets, hein. Bien En tout sûr. cas, et beaucoup de paroisses et qui voulaient défendre, la discipline, le Pilates, et qui trouvaient que ce que je faisais, c'était pas du Pilates. Et en effet, c'était pas du Pilates, c'était du Pilates fusion. Et c'était vrai que c'était beaucoup plus fusion que Pilates, mais c'était une version qui après s'est avérée être une vraie tendance lourde, parce que ça fait 20 ans que c'est une tendance lourde maintenant. C'est de travailler sur des entraînements hybrides, c'est de travailler sur le mouvement et c'est de sortir les gens comment dire, d'un répertoire d'exercices qui est fermé, et de s'autoriser à travailler d'une manière un petit peu plus libre. Et moi, je l'ai fait. Et en plus, j'ai mis de la musique dessus. Et ça parle de mon passé. Mais j'ai mis de la musique dessus, ce qui était aussi une hérésie pour pas mal de gens. Donc, en fait, cette levée de bouclier, plus le fait que j'ai beaucoup de monde à mon cours, ça m'a stimulée. Je me suis dit, OK, let's go, on y va. Et puis, on va pas écouter les détracteurs. Et puis, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et je l'ai fait. Et ça m'a boosté. Ce succès m'a boosté pour en faire une marque. Et du coup, former des coachs. Voilà. Donc du coup, tu commences à créer ton propre process, ton propre concept finalement, que tu importes grâce à ces structures qui t'accompagnent, enfin que tu accompagnes à leur ouverture finalement. Et derrière, tu vois que tu peux le faire grandir encore plus et plus loin, et avec les détracteurs que tu as, qui t'ont peut-être donné de la force justement pour aller encore plus loin. Je sais pas, tu veux peut-être me dire ça. Ça t'a permis d'aller chercher plus de puissance, plus de force, qui est ces détracteurs justement dans la création de ton process. Alors, oui et non. En tout cas, je m'en suis pas. Ça ne m'a pas. Au contraire, j'étais. Si tu veux, c'est pas eux qui m'ont donné plus de force. C'est que moi, je savais exactement ce que je faisais. Je savais que j'étais légitime dans ce que je faisais, et je savais que j'avais une intuition. Et j'ai bien fait de l'avoir. Et c'est un peu prétentieux de dire ça mais en même temps, je le pense, donc je le dis. J'avais une intuition. Je me suis dit l'avenir dans le fitness. Alors fitness, c'est un mot un petit peu générique, mais en tout cas l'avenir dans le fitness, dans l'entraînement sportif en salle, c'est justement de sortir les gens d'un cadre. C'est sortir les gens de devant, derrière, en haut, en bas. C'est les mettre à 360 degrés. C'est sortir les gens d'une vision isolée et statique du mouvement. C'est-à-dire que on avait une vision qui était on va travailler les abdos, on va travailler les bras, ou alors on va travailler, donc ça c'est une vision isolée du corps, ou alors on va travailler le cardio d'un côté, on va travailler la mobilité ou le stretch de l'autre. Donc en fait, il faudrait 1000 vies pour s'entraîner de manière intelligente et je dirais holistique ou globale. Et moi, j'avais si tu veux, ça parle aussi beaucoup de moi. Moi, j'avais ce que j'ai cru
être un manque de légitimité quand j'étais jeune dans le sport ou de spécialisation, parce que j'étais pas une spécialiste. J'étais une touche à tout. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport jeune, mais j'ai fait aussi du cirque, ce qui n'est pas considéré comme un sport, mais le cirque, c'était aussi c'est plein de choses le cirque, donc c'est déjà très hybride. Donc moi, je viens d'un univers où, et la danse, c'est à cheval entre le physique et l'artistique. Donc je viens d'un univers où pour moi, il y a une évidence, c'est qu'il faut passer par le mouvement, au sens large, pour, être dans son corps, et pas passer par une vision qui est moi un peu je pense que cette vision, elle vient et qu'elle est exactement, synchrone avec une période, dans laquelle on vit. C'est que pourquoi on travaillait comme ça notre corps? C'est parce qu'on était dans dans une civilisation industrielle, post-industrielle et industrielle et du coup et là on glisse encore vers autre chose, mais du coup on était coupés, pendant des décennies, pendant un siècle entier, plus, de, le sens. Pourquoi on fait du sport? On en faisait maintenant on avait une vision qui était très rétrécie. C'est que tout d'un coup, on faisait du sport pour travailler des qualités physiques indépendantes et nécessaires à notre bien-être. Et aujourd'hui, moi, enfin, quand j'ai eu cette intuition, je me suis dit: «Il faut remettre les gens dans le plaisir, dans le déplacement». C'est-à-dire créer du sens autour de: «Oui, je le fais pour être en forme, mais je le fais aussi parce que dans ma vie de tous les jours, soit je suis assise sur une chaise, soit je suis dans un métro, dans une voiture, sur un scooter. En fait, je suis dans une dimension qui est très, hem, qui est très pauvre, tu vois? Et quand je fais du sport, tout d'un coup, je me retrouve à nouveau assise ou sur une machine qui va devant, ou je suis assise sur une machine et je fais des mouvements pour travailler là, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et cetera. À moins, évidemment, d'aller jouer au tennis et cetera, mais je te parle vraiment du fitness. Le fitness, c'était appauvri et il y avait plein de disciplines qui permettaient d'être un peu plus dans le mouvement, bien sûr. Mais moi, mon intuition, elle était qu'il fallait enrichir les disciplines de encore plus de choses et notamment le plaisir, la musique, le rythme, la vitesse et travailler sur toutes les qualités physiques en même temps. Et donc cette intuition, j'ai travaillé naturellement avec ça, sans vraiment me poser de questions. Mais quand j'ai commencé à écrire mes manifestes, quand j'ai commencé à raisonner sur ce que je fais ou à parler à des journalistes de ce que je faisais, j'ai commencé à comprendre, pourquoi je faisais tout ça. Et aujourd'hui, je vois bien que j'avais raison parce que, heu, aujourd'hui, il y a énormément de disciplines, dans le fitness et le fitness est énormément ouvert et il y a énormément de disciplines qui travaillent, sur ce manifeste-là de mouvement naturel et on revient, tout comme dans notre civilisation aujourd'hui, à, dans l'alimentation, dans les modes de vie, on questionne justement, l'alimentation, le bio, à questionner, notre mode d'alimentation et pour moi, c'est des tendances de civilisation qui sont des tendances lourdes et qui ont beaucoup de sens. Donc non, les détracteurs, ne m'ont pas donné plus de force, mais j'avais déjà vachement processé dans ma tête le pourquoi. Donc je pouvais pas me laisser, détruire par des gens qui me disaient: «Oui, mais il y a pas de musique». Whatever, pas de musique si tu veux. C'est un détail pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Bien je vais sûr, ouais. en fait. Et du coup, je t'entends, pour moi, ça a l'air. Enfin, ce que tu fait ressentir, c'est que c'était totalement naturel pour toi. Mais j'imagine ceux qui vont nous écouter, ceux qui t'écouteront aujourd'hui, se disent ok, mais moi aussi, je suis prof de fitness, je fais du coaching sportif, mais comment je peux m'inspirer de toi pour créer aussi mon propre manifeste? Comment toi, tu as décelé tous ces petits détails, mis bout à bout, créer un produit assez exceptionnel, mais comment tu as décelé tous ces détails? Bah, en fait, avec le temps, évidemment, mais bon, toute la période, avant de créer Pilates Fusion, ça a été une période, où j'étais,
je j'en ai eu des projets, si tu veux. J'ai pas monté d'entreprise, mais j'ai monté des projets, divers. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de team building pour des groupes financiers sur, la condition physique. J'avais monté un projet qui s'appelait la condition physique du dirigeant. Tout ça pour te dire et j'ai fait d'autres choses et puis j'ai travaillé, avant de créer Pilates Fusion parce que, par exemple, tu me parlais de Starac tout à l'heure. Starac, c'était en 2004, donc j'avais, 4-5 ans d'expérience en tant que coach. Après j'ai fait un peu de télé, mais derrière l'écran, pour chorégraphier, créer des entraînements de fitness, qui étaient un peu, une tendance après Starac et ils ont voulu faire des 2-3 projets. Ça m'a moyennement intéressée parce que justement ça reprenait des codes, avec lesquels j'étais pas en alignée du tout. Et puis je viens quand même d'un milieu, moi je viens d'un milieu, de cinéaste. Donc la télé, c'était Satan. Donc quand j'y suis allée sans trop en parler. Je crois que ma mère était même pas au courant. J'avais un peu honte. Maintenant avec le recul, je me dis: C'était bête, j'ai un peu craché dans la soupe, mais c'était quand même pas mon univers, la télé-réalité et tout ça. Mais tout ça pour te dire que j'ai eu quand même une bonne douzaine d'années, où en tant que coach, on peut déjà se considérer comme un entrepreneur parce que, on gère des projets à dimension humaine, mais on gère quand même des projets, on gère un planning, on gère une comptabilité simple, soit, mais voilà. Et ensuite, heu, on collabore avec des entreprises et donc j'ai beaucoup collaboré avec des entreprises et j'étais comme je te le disais, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé dans un milieu qui était très riche de 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 gens qui qui trouvaient très intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais voulu être prof de fitness parce que j'avais peur du côté stérile de ce métier. Je voyais plus grand pour moi et je me disais, je me disais pas parce que je voulais pas le faire. Je voulais pas être prof de fitness, mais Sûr. j'ai été étonnée de voir à quel point, hem, c'est un milieu, enfin le club de sport c'est comme un club de business. C'est-à-dire que tu rencontres des gens qui sont à la fois des inspirations dans d'autres métiers, hein, et qui sont des indépendants très souvent. Enfin, je te parle des clubs de sport parisiens, chics, un peu luxe comme ça, mais dans lesquels moi j'ai travaillé et je voulais travailler dans des endroits comme ça pour cette raison-là. C'est pas une question d'argent, c'est une question de stimulation mentale et d'inspiration. Et c'est aussi que après tout d'un coup, ça devient tes amis, ces gens-là. Et que du coup, ils te suivent, tu les suis. Et selon les salles qui ouvrent, heu, voilà, j'ai bougé dans d'autres salles ou dans d'autres hôtels. Et en fait, tu fais partie d'un monde, qui te comment dire? Avec lequel tu collabores. Moi, mes clients, ça m'arrivait souvent d'avoir des projets avec eux, de dire: «OK, bon, bah, je viens faire un team building dans ton entreprise». Ça, c'est hyper intéressant. Encore une fois, j'ai une image qui est totalement faussée parce que je ne navigue pas dans les salles de sport. Moi, je suis plutôt foot, les trucs, tu vois, à l'extérieur, enfin, loin de ça. Et donc, du coup, de mon point de vue, enfin, j'ai changé entre-temps, heureusement, en discutant, hein, mais de mon point de vue, c'était un sport enfin, simple, entre guillemets, enfin, qui n'était pas aussi sportif que le mien, même si ça demande énormément de ressources, d'énergie, de mental également. Et en t'écoutant, je me dis, mais en fait, finalement, tu as créé ton propre club d'affaires en étant dedans. Tu as réussi à retourner la situation parce que tu n'es peut-être pas la seule, mais je connais peu de monde qui est passé de coach sportif à, alors il y en a quelques-uns, et heureusement, mais à quelqu'un qui vient créer quelque chose, qui va faire du team building. Moi, la question, c'est comment je passe de coach dans une salle de sport à faire du team building dans des entreprises. Quel est le trait d'union? Comment tu as réussi à pousser ça, justement? Alors, bah, c'est drôle que tu dis ça. Je reviens encore en arrière parce que justement, moi, je voulais pas faire ça comme métier, heu, pour un peu les raisons que tu viens de décrire. C'est-à-dire que, heu, moi, j'avais envie, de toute façon, quelque métier que je fasse, et j'ai fait beaucoup d'études supérieures dans tous les sens. J'ai fait des tas de choses plutôt dans les sciences humaines, tu vois? Donc je me destinais vraiment pas à ça et bon, les circonstances ont fait que j'ai fini par faire ça, mais pour des bonnes raisons, hein, c'était très réfléchi
Mais je m'y attendais pas du tout et j'ai pas été longtemps une pratiquante de salle de sport avant de devenir coach. J'ai été pratiquante, je crois, 1 an dans une Ok. salle de sport, je me souviens. 1 année. Avant, j'étais dans des salles de danse. Je faisais du sport, je faisais du cirque, je faisais de l'équitation, je faisais du ski. J'étais comme toi, je considérais que la salle de sport, c'était un lieu qui m'intéressait pas. Et pour moi, le prof de fitness, parce que là, tu dis coach sportif, mais à l'époque, en France, on n'utilisait pas trop ce mot-là. C'était vraiment, j'aurais jamais pensé que moi, venant du milieu duquel je viens, j'allais devenir prof de fitness. Et d'ailleurs, j'aimais pas ce mot. Je voulais pas qu'on le dise. Mais c'est un voyage aux États-Unis qui m'a fait changer de perception, parce que notre culture française a fait qu'on a beaucoup de retard sur ces domaines-là. Et quand je suis partie aux États-Unis, je faisais des études d'autres choses, et je suis partie aux États-Unis, au lieu d'être serveuse dans un bar, j'ai été prof de fitness dans un club de sport. Euh, et, euh, et j'ai fait ça parce que j'avais enfin, comme j'étais danseuse, je voyais, il n'y avait pas beaucoup de kilomètres à parcourir entre danseuse et donner 3 cours d'abdos fessiers, tu vois. Donc, je me lance là-dedans. J'étais dans un club à Brooklyn et je donne des cours et ça dure un été et je reviens et je me surprends à aimer ça. Et je reviens et à Paris, j'ai la même démarche. Je me dis, OK, je continue mes études de sciences humaines, de philo, de trucs. Je veux faire des sciences politiques et tout ça. Donc, rien à voir. Et j'ai la même démarche. Je me dis, bah, je vais pas bêtement me mettre derrière un bar et servir des bières. Je vais être prof de fitness. Il n'y avait pas trop de contrôle sur les diplômes à l'époque. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer à l'université un prof de physiologie appliquée au sport J'ai fait une spécialité par hasard dans ce domaine-là. Et il me dit, écoute, parce que ça faisait quand même 7 ou 8 ans que je faisais des études supérieures, tu vois, je papillonnais, j'allais aux États-Unis, je revenais. C'était pas clair, tu vois. Et le mec, il me dit, très justement, il dit, écoute, tu as un beau passé sportif, tu donnes des cours, mais tu n'es pas diplômé, passe ton brevet d'État d'éducateur sportif. Et bah écoute, je l'ai écouté parce que je l'aimais bien ce mec et que je trouvais que ça m'avait passionné, la physiologie appliquée au sport. Pourquoi ça m'a passionné? Moi qui suis pas du tout une scientifique, c'est quand même un petit peu scientifique, c'est de la biologie et tout. Et ben ça m'a passionné, je trouvais que c'était passionnant. Et du coup, j'ai passé mon brevet d'État en candidat libre. Ce qui était aussi à l'époque un peu, pas une hérésie, mais tout le monde dit: «Tu vas jamais y arriver, c'est super dur et tout». Bon, je me suis passionnée. J'ai acheté un bouquin qui était un peu la bible de l'entraînement de l'époque, écrit par un Allemand qui s'appelle Weineck, qui est très connu. Et je pense qu'il n'y a que les anciens qui connaissent ce bouquin. Mais c'est un gros pavé illisible. Et ben, je sais pas, ça m'a passionnée comme un roman. Et j'ai surligné, surligné, surligné. J'ai passé mon brevet d'État. Je me suis un peu entraînée dans une salle. Et bim, je me retrouve éducateur sportif. Et donc, tout ça pour te dire que tu dis comment un coach sportif peut passer de coach sportif à faire des team building. En fait, à l'époque, moi, j'avais déjà fait pas mal de choses dans des univers différents. Donc, j'étais déjà assez agile et libre dans ma manière de procéder, d'envisager mon boulot et ma vie. Et du coup, ce qui m'intéressait, j'étais passionnée par ce que je faisais dès les premières minutes. Donc, tout d'un coup, je suis devenue vraiment coach sportif, alors que je ne voulais pas. Et passionnée par ce que je faisais. Et j'ai eu, comme je te disais tout à l'heure, la chance de travailler dans un club où il y avait une faune de gens intéressants. Donc, bah, c'était parfait, c'était banco, j'avais gagné mon avenir parce que moi, j'étais capable de discuter avec ces gens sur des tas de plans. Parce qu'eux, ils s'intéressaient à l'art, ils s'intéressaient au cinéma, ils s'intéressaient à l'entrepreneur, enfin, oui, à leurs entreprises, au voyage, à la musique, à la danse. Et en fait, on dialoguait sur le même terrain. C'est-à-dire que moi, on parlait de chorégraphe, je disais, bah oui, oui, j'ai vu le spectacle avant-hier. Ou alors, on parlait d'une émission de radio ou d'un livre. Et donc, en fait, ça m'a propulsée dans un univers avec une certaine égalité avec mes interlocuteurs, mes clients,
j'aime pas trop les appeler mes clients, plus mes élèves, mais qui a fait que je me suis sentie comme eux. Et je me suis dit, bah, OK, let's go, on va collaborer, on va faire des projets. Et comme j'étais passionnée par ce que je faisais et que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, bah, je n'avais qu'à juste ouvrir mes oreilles et travailler et collaborer et prendre du plaisir. Et forcément, bah, ça crée ouais, j'appelle ça des collaborations. J'ai pas envie de dire du business. Ça crée des collaborations. En fait, ça stimule l'imaginaire des gens. Tu as un coach en face de toi qui parle la même langue, qui comprend ce que tu fais, qui est intéressé par ce que tu fais et qui, lui, a des problématiques dans son entreprise, de gestion de stress, de ce que tu veux. Mais il sait qu'en face de lui, il a quelqu'un qui est capable de comprendre ça parce il a vécu des choses et qu'il a une ouverture. Et je pense que ce qui fait ce qui s'est passé pour moi, c'est lié à mon côté, je viens un petit peu de partout. Donc je me suis, créé mon métier avec ça, tu vois? Ouais, je vois. Et alors, ce que je ressors de ce que tu viens de me dire, c'est que finalement, l'avantage d'être face à une personne, vous discutez de la même chose, puisque votre terrain commun, c'est le sport, c'est en tout cas le fitness, le bien-être, la remise en forme ou la continuité. Du coup, tout le monde est sur le même point, sur le même terrain, et puis finalement, tu écoutes bien, les personnes commencent à discuter, échanger avec toi, et toi tu as, grâce à ton background, le répondant nécessaire pour leur proposer un produit, un service qui pourrait aider leur entreprise. Donc du coup j'imagine que OK, on te dit, bah, tiens, Adèle, tiens, moi j'ai un problème de stress dans mon entreprise, j'ai 1500 salariés, je ne sais pas quoi faire, est-ce que toi, tu es capable de me proposer quelque chose et toi, du tac au tac, tu dis oui, ou tu dis, attends, je réfléchis parce que j'ai jamais fait ça, ou... Pas du tout. Je dis oui tout de suite parce que je me sens capable de le faire et Ouais, que je sais, et je me sens capable de le faire. Je dis oui tout de suite et surtout, ça stimule, mais tellement fort si tu veux, tout d'un coup, j'ai des papillons dans le cœur quand on me dit, c'est-à-dire que moi, j'ai un problème, j'ai du mal à dire non dans la vie. J'ai envie de dire oui à tout. C'est ça le problème. Donc en fait, quelqu'un qui me parle comme ça, heu, comme je suis passionnée par le corps, je dirais le mode de vie, en fait, ce qu'on appelle le biohacking aujourd'hui. Comment tu fais pour, optimiser, c'est vraiment à la mode ce que je dis, optimiser ton potentiel humain, à travers le corps, donc le sport, le mode de vie, comment tu travailles, mais au sens large, c'est-à-dire physiquement comment tu travailles et quels sont tes rythmes et cetera et cette réflexion, bien sûr, moi je l'ai eue tout de suite parce que justement, je te dis, je suis entre 2 mondes. Moi, je viens d'un monde intellectuel et d'un monde physique et ça a été un peu mon point fort, je pense, au début. À l'époque, il y avait très peu alors, encore une fois, je m'entends parler, je me dis: «Oh là là, mon Dieu, quel prétentieux», mais il y avait pas beaucoup de gens comme moi. Il y avait plus des spécialistes du sport qui devenaient coach sportif. Moi, et c'est là où j'ai pas eu peur d'être un peu illégitime, peut-être moins, sportif classiquement que d'autres coachs qui avaient fait, du foot, je sais pas, 15 ans. Moi, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de danse. J'en avais fait un peu professionnellement. J'ai fait beaucoup de sports différents, heu, mais j'étais pas que ça et du coup, comme je viens d'un monde intellectuel, ma vision, du coaching, elle a été tout de suite de penser: «Qu'est-ce que c'est que le coaching? Qu'est-ce que je peux apporter?» Et comme j'avais des interlocuteurs qui étaient tout d'un coup qui avaient des moyens, et qui étaient très demandeurs d'améliorer justement de hacker leur potentiel pour être meilleurs, parce que c'est des gens qui sont souvent très exigeants et qui ont les moyens d'être exigeants. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'être exigeant sur, sa forme et cetera. Mais moi, j'ai eu cette chance d'être là-dedans, donc c'est un terrain magnifique pour quelqu'un comme moi parce que tout d'un coup, quand on me propose des choses et ben, ça faisait, tu sais, c'était excitant et du coup, bien sûr que je dis oui, parce que je suis très excitée et tout d'un coup,
le côté intellectuel prend tout de suite le relais, c'est que je prends un stylo le soir même et je commence à écrire. Qu'est-ce que ça va Ouais, être, c'est ça. tu C'était vois? ma prochaine question finalement. C'est comment on commence. T'as rien au début puisqu'on te demande pour la première fois. T'as pas de procès, t'as pas de process, t'as pas de produit à proposer. Tu dis oui parce que ça a envie, parce que ça te motive, parce que ça te fait ça te montre des perspectives d'évolution exceptionnelles. Mais du coup, tu leur proposes quoi? Donc tu prends ton crayon le soir, t'écris, mais t'écris quoi? Enfin, est-ce que tu connais la phase? Enfin, est-ce que tu sais comment les gens stressent en entreprise? Est-ce que tu sais comment changer le stress? Tu vois, il y a plein de trucs humainement parlant qui est compliqué, mais toi, tu y arrives. Donne-moi ton secret. Me refais tu me refais plonger, ouais, tu me refais plonger à cette époque, tu as raison. Comment dire? Heu, tu joues, tu deviens un peu un acteur, tu fais un peu la comédie. Tu parles de trucs que tu connais pas. Moi, je connais pas l'entreprise, je sais pas ce que c'est que le stress en entreprise, surtout à 20 et quelques années, tu vois? J'avais pas de stress à l'époque. En tout cas, ouais, beaucoup moins. Donc oui, 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 j'essaye d'imaginer, et je me dis en fait, je plonge. Je t'ai dit, moi, j'agis avant de réfléchir. Mais je suis quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mais je réfléchis, très large, moi. Je réfléchis pas, serré. Donc c'est une qualité, c'est un défaut. C'est-à-dire que, tu vois, quand on me met sur un projet de team building, je vois très grand. Donc pour ça que je prends mon stylo parce que, tout d'un coup, je me dis: «Il y a un truc énorme à faire», tu vois? Et donc tu sais pas vraiment de quoi tu parles, mais tu sais que c'est comme ça. Tu sais qu'en fait, dans toute chose, il faut juste y aller et que ta perception, ta personne, va créer un contenu qui va être différent d'une autre personne, et que c'est peut-être ça ta valeur ajoutée. C'est que ta vision des choses va être différente et c'est une question de confiance. Je pense que j'ai vraiment confiance en moi. Ça veut pas dire que je pense, que je doute pas, mais si tu veux, j'ai pas peur d'y aller. J'y vais et puis après, si, si c'est difficile, je trouve ça normal. Si c'est difficile, si je me plante, je trouve ça normal. Ça Ouais. Et du m'empêche coup, pas de, tu vois, de recommencer et de voilà. Et puis après tu fais le team building, celui que j'ai monté véritablement et que j'ai vraiment écrit du coup un espèce de petit livre que j'ai jamais publié, mais que j'ai donné au groupe financier pour lequel je travaille, c'était Natixis. Après moi, j'ai travaillé avec des gens. J'ai mis en place des équipes. d'accord. Donc pour ton premier team building, tu travailles déjà avec des gens. Tu te dis, ok, il faut que j'ai de l'aide extérieure ou des collègues, des confrères. Je te dis que Euh, c'est un truc, je t'ai dit, moi je vois large tout de suite. Donc je me dis: «C'est pas juste le sport». Les gens, et puis je vois, c'est des cadres. Je faisais des team building pour les cadres dirigeants d'entreprise de groupes financiers, donc de banques, et cetera. Donc beaucoup d'hommes, un peu plus âgés que moi, je dirais entre 35 et 45 ans à l'époque, ou 50, et des hommes qui viennent de partout, qui sont souvent provinciaux et qui viennent en team building, parce que leur entreprise leur offre 4 jours. Et c'est un peu le team building, c'est à l'époque, enfin c'est ça mar il y a toujours des team building, mais à l'époque, je pense que c'était le début pour nous en France du team building, comme on l'appelle aujourd'hui, qui intègre autre chose que, j'ai envie de dire, de la réflexion sur les ressources humaines, des choses un peu techniques de chaque domaine. Mais donc les gens te disent: «On veut travailler sur la forme», donc le fait de travailler sur la forme d'un cadre, dirigeant d'entreprise, d'un cadre d'entreprise, pas dirigeant, et tu les vois, et ben, tu vois les dégâts. Donc tout de suite, ça se construit ton programme. Tu dis: «Bon, les dégâts, ils sont physiques,
80% d'entre eux, ils ont beaucoup de ventre. Ils n'ont pas une posture géniale. Ils sont effectivement très stressés. Tu le sens parce que, ils compensent énormément avec, une bière, toutes les 5 minutes, dès qu'il y a moyen d'aller prendre une bière au bar dans les hôtels où tu fais des team building, bah, ça se rejoint autour de l'apéro et tout et c'est très bien, hein. Je suis pas du tout anti-apéro, mais ce que je veux dire, c'est que tu sens que les ressources de renouvellement d'énergie, de lâcher prise et cetera, ils sont extrêmement, délétères pour ces gens-là, donc tu vois ça. Tu vois aussi que, sortis de leur, travail, ils sont un peu, peuvent être un peu, mal dans leur peau, tu vois? Parce que et quand tu les mets dans des activités diverses, il peut y avoir tu vois, un sentiment que c'est pas leur place de faire du sport et cetera, donc tu comprends aussi que tu vas avoir besoin de travailler sur, du lâcher prise et cetera, donc j'ai travaillé avec un prof de comédie pour, leur permettre de voilà, de faire un peu autre chose aussi et de s'amuser, puis aussi de profiter. C'est toujours un peu sur la même forme, c'est 3-4 jours les team building. Donc et j'ai fait ça et puis il y avait, et puis des gens qui font, tu peux avoir des profs de chant et cetera et tu crées une espèce de moment un peu unique où, bah, l'idée c'est que dès le premier jour, les gens, heu trouvent du plaisir et se déconnectent, à leurs problématiques pour mieux comprendre en fait que ça va que c'est ça, c'est les outils, ce sont des outils qui vont les aider dans la vie de tous les jours. Donc en fait, faut pas être spécialiste du stress, faut juste regarder les gens et tu vois les choses. Quand tu es coach, tu vois les choses. Ouais, donc du coup, tu visualises tout ça, tu crées ton contenu, tu vas voir des personnes. Voilà, moi je suis novice, je veux faire la même chose que toi. Comment je trouve une équipe qui va m'accompagner en leur disant, bon écoutez les gars, j'ai un team building qui va arriver. Alors déjà, deux ou trois questions dans ma tête. Combien je le facture si c'est mon premier team building? Ok, 3-4 jours, admettons, mais combien je facture ça? Et ça va la facturation va peut-être être due au nombre de participants, évidemment, mais aussi du nombre de personnes que je vais employer pour travailler sur ce projet-là. Comment tu t'accompagnes et comment tu le factures? Mmh. Bah, tu poses beaucoup de questions. Alors pour la facturation, tu poses des questions autour de toi, et puis tu te évalues forcément. Toujours. Surtout que oui, parce que tu veux le job, donc tu veux pas le rater, en donnant un tarif trop élevé. J'ai dû poser des questions à droite à gauche. J'ai dû trouver des gens qui faisaient à peu près la même chose que moi et hem et puis tu te sous-évalues, mais tu trouves ça pas très grave parce que tu as plein de side, des trucs de côté qui sont cool. C'est que tu passes 4 jours moi, c'était souvent dans des châteaux. Oui. Voilà, c'est cool, tu changes d'air pendant 4 jours, tu gagnes mieux en 4 jours que ce que tu gagnes en 4 jours en coaching. Enfin mieux, ça dépend, mais tu gagnes au moins aussi bien, et puis tu es dans un autre ça te change, tu vois? Ça te change, complètement ton rythme. C'est ça qui est bien, ce que je voulais dire, ce métier excuse-moi, je fais une petite sortie de route. Ce que j'adore dans ce métier, heu, c'est qu'en fait, moi, depuis 25 ans ou 26 du coup, j'ai fait, je sais pas, peut-être 15 métiers. En fait, tu vois, quand on me dit: «Tu es coach sportif», des fois je me tais, je dis: «Oui, oui», mais j'ai tellement envie de dire: «Mais en fait, c'est comme si tu me dis» enfin, oui, je suis coach sportif, oui, je suis coach sportif personnel, mais j'ai fait 1000 trucs. Je suis entrepreneur et j'ai fait plein de choses avec ce métier et c'est un métier qui est extrêmement protéiforme. Tu peux faire ce que tu veux avec ce métier et ça, tu le sens très vite. Donc aujourd'hui, moi, je sens que les coachs d'aujourd'hui ont bien compris ça. C'est vrai qu'à l'époque, c'était moins évident, c'était plus surprenant et du coup, tes questions, me replongent dans ce côté surprenant de l'époque parce que c'est vrai qu'il y avait un petit côté, un peu les premières fois, hein, il y avait des anciens qui faisaient des choses comme moi. Il y en avait, hein, j'étais pas du tout la seule, je dis pas ça. Mais c'est vrai que dans les clubs de sport où je travaillais, la plupart des profs de fitness faisaient que des cours de fitness et éventuellement du coaching. Mais voilà, donc c'est vrai que là, aujourd'hui, tu sens qu'un coach, il a une matière, un
un peu illimité de création, de projets, etc. Mais donc, du coup, voilà, moi, j'ai posé les questions à droite à gauche pour la facturation. Et puis, pour les intervenants, bah, écoute, c'est comme un petit peu ce que je te disais sur le coaching, c'est que moi, les intervenants, je les avais sous la main, hein. C'était soit des collègues avec qui je travaillais qui étaient coachs et qui avaient une autre corde à leur arc, soit c'était des gens. Tu sais, moi, je t'ai dit, je suis une touche à tout, donc j'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de trucs, donc il suffisait que je regarde autour de moi qui m'inspirait, avec qui j'avais envie de travailler. Je propose 4 jours team building payé correctement. Bah, les gens, ils disent oui. Ah, c'est intéressant. Toutes tes expériences passées, finalement, toutes les interactions que tu as eues avec d'autres personnes, peu importe le type d'activité que tu avais, qui se ressentent quand même plutôt pas mal, finalement te servent au quotidien maintenant, aujourd'hui encore peut-être, où tu vas aller puiser la force d'autres collaborateurs, d'autres collègues pour aller encore plus loin, plus fort, plus fort, plus haut encore. Et ça, c'est un conseil que... Alors, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé sur Renacast, où chaque expérience passée est finalement le ciment de votre métier d'aujourd'hui, puisque même si ça a l'air insignifiant, je me rappelle d'Anissa qui me disait ça, même si ça a l'air insignifiant, si tu as l'impression que ce que tu apprends ne sert à rien aujourd'hui, potentiellement demain, il te sera super utile. Et encore une fois, tu me montres, tu m'expliques encore que c'est exactement ça, donc j'ai envie de le redonner à tous ceux qui nous écoutent finalement. Ah, mais c'est fou. Moi, c'est presque, j'ai envie de dire, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et c'est-à-dire que c'est pour ça, tu sais, les phrases un peu que tout le monde balance depuis toujours, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, tous ces trucs-là, en fait, c'est tellement vrai. Il faut vraiment le conscientiser très tôt dans sa vie, ou au moins le conscientiser un jour dans sa vie. C'est que il n'y a rien, ni dans ta vie personnelle, ni dans ton... Et d'ailleurs, pour moi, le sport est une allégorie. Quand je fais du sport, je réfléchis beaucoup à ce que ça m'envoie comme signaux forts dans ma tête, parce que je trouve que c'est très, très proche de ce qu'on peut vivre dans la vie, et que ça t'envoie des croyances positives, c'est-à-dire que les choses sont réalisables parce que tu es un petit peu t'es investi. Donc, l'investissement, c'est faire des choses, tu vois. Dès que tu commences à avoir une attitude d'ouverture mentale, c'est-à-dire t'explores ton monde avec plein de choses, et ben, tu t'aperçois, surtout aujourd'hui, je veux dire, tout est à disposition. En fait, tu passes ton temps à t'enrichir. Et puis, toi, tu as une matière personnelle, tu as comment dire, des objectifs personnels. Mais en fait, tout ce qui t'a intéressé va juste alimenter tes désirs, tes projets, ton travail. Et il y a des métiers où c'est très, très vrai. Et il y a des métiers où c'est moins vrai, effectivement. Je pense qu'il y a des métiers où, bah voilà. Mais quand tu es entrepreneur, tu crées à partir de ton histoire, en fait. Ah, bien sûr. Tu crées quelque chose. Enfin, il y a plusieurs formes d'entrepreneurs, hein. Évidemment, tu peux créer quelque chose de complètement détaché de qui tu es, hein. Un produit simple, je sais pas, une gourde à l'infini, c'est hyper scalable, super. Ok, mais je pense qu'on parle pas de ces gens-là. Quand on est entrepreneur dans des domaines qui sont des domaines de passion, en fait, tu ne fais que raconter ton histoire et t'essayes de vendre à travers un produit quelque chose auquel tu crois, et tu crois forcément à quelque chose que tu as pratiqué sous plein de formes. Donc, en fait, tu es très riche d'une expérience. Cette expérience te pousse à construire quelque chose qui te ressemble. Donc, voilà. Effectivement, donc hyper intéressant de savoir, enfin,
comme je te disais avant de lancer l'enregistrement, souvent les gens ont du mal à savoir comment ils sont arrivés là, comment ils sont arrivés au point de devenir entrepreneur. Et je leur dis à tous, mais regardez ce que tu as fait, tout ce que tu as fait dans ta vie depuis le début finalement. Même tout petit, tu as appris à mettre des cubes dans un truc, et ben potentiellement, aujourd'hui, ça t'est utile. Alors tu le formalises plus de la même manière, c'est pas aussi simple, mais tu formalises. Alors, j'ai eu la discussion avec des cours de mathématiques où on m'a dit ça sert à rien d'apprendre le Pythagore, machin, tout ça. Et j'aurais expliqué que sur certains points, ça pouvait être utile pour eux plus tard, dans le commerce, dans les métiers manuels, etc. etc. Et c'est en ça que je trouve que c'est hyper intéressant de se poser les bonnes questions, de se dire à quoi ça va me servir. Ok, aujourd'hui, j'en ai pas l'utilité potentielle, mais demain, je vais pouvoir, ça va être un outil supplémentaire dans ma trousse à outils que je vais pouvoir soulever au bon moment. D'ailleurs, moi, j'ai retenu une phrase de toi. Alors, en fouillant un petit peu partout, j'en ai trouvé une qui m'intéressait énormément. Je l'ai notée sur le conducteur. L'entraînement, c'est justement faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. J'apprends à faire des choses que je ne sais pas faire et ça me rend très, très heureuse. J'ai trouvé cette phrase de toi et j'ai trouvé géniale. C'est pour ça que je l'ai mise dans le conducteur. Et c'est là que ça me fait penser à ça. On apprend. En fait, finalement, tous les jours, on apprend à faire des choses qu'on ne sait pas faire et qui nous fait grandir. Comment toi, tu la comprends, cette phrase, et comment toi, tu l'as imaginée? Bah oui, c'est ce que je te dis, moi, c'est ce qui fait mon excitation. Euh, c'est vraiment très, 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 très profondément ancré en moi. C'est que je crois que je suis globalement, je suis très gourmande de vie. Et je suis globalement heureuse d'être en vie, si tu veux. Je dis globalement parce que c'est vraiment, c'est c'est un peu dans l'ADN, si tu veux. Et cette pulsion de vie qui est très forte et qui se matérialise et s'exprime dans des tas de domaines. J'aime manger, j'aime cuisiner, j'aime les belles choses, j'aime l'art, j'aime la musique. J'aime la musique à ne pas être capable. Enfin, si, je suis capable d'être dans le silence, mais je suis tout le temps en train de chercher. Alors, c'est mon métier, hein, parce qu'avec Fusion, je suis tout le temps en train de faire de la création sur de la musique. Donc, mais je veux dire, j'aime la musique à fond, j'aime la nature, j'aime ci, j'aime ça. Donc, tout ça pour te dire que cette pulsion de vie qui est très forte chez moi, elle me donne un sentiment de qui est dur un peu, hein, d'urgence à vivre et d'avoir l'impression qu'il me faudrait 10 vies pour vivre tout ce que j'ai envie de vivre. Et du coup, ça rend très difficile. Ça, c'est pour moi, un vrai travail en tant qu'entrepreneur, parce que du coup, j'ai du mal à dire non à des choses, j'ai du mal à créer un focus sur, par exemple, sur le développement de Fusion. J'ai un peu de mal, justement, c'est un peu les difficultés que je peux ressentir en tant qu'entrepreneur. C'est d'avoir envie de tout faire et d'avoir un sentiment que tout est faisable, qui est certes vrai, mais qui doit quand même, comme le sport, être encadré, discipliné, tutoré et maîtrisé, hein, quand même pas mal. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que cette pulsion de vie que j'ai et ce sentiment d'avoir besoin de 1000 vies pour satisfaire tous mes désirs de découverte, fait que j'ai un peu perdu le fil, mais tu me parlais de ta superbe phrase, l'entraînement, c'est en fait faire ce qu'on ne sait pas faire. Donc du coup, forcément, j'ai pas peur de faire quelque chose que je sais pas faire, parce que j'ai plus peur de ne pas le faire et de me dire j'aurais tellement voulu faire ça et du coup non, je l'aurais pas fait dans ma vie. Donc si tu veux, c'est une espèce de mindset comme ça en permanence, de se dire il faut découvrir, c'est trop génial, tu vois. Et donc moi je réponds à ce désir de faire des choses que je ne sais pas faire, presque de manière alors assez systématique dans ma vie, mais aussi je l'intègre de manière cyclique. Tu vois, par exemple en sport, tous les étés, là j'ai pas trop fait ces derniers temps, enfin si d'ailleurs, tous les étés je fais au moins une formation ou un stage d'un sport que je connais pas. Et ça, alors tu t'arrives et t'es nul, t'es débutant, avec des gens et au début ça fait un peu peur et tu dis merde, là
Ah là, c'est un peu j'ai un petit peu, je me suis un peu vendue sur ce truc-là, je sais pas comment et tu arrives et tu t'aperçois qu'en fait, très vite, les premières minutes, tu dis: «Mais en fait non, c'est génial, je suis là» et les gens t'acceptent dans ton côté novice et voilà et c'est important de pas se cantonner à ce qu'on croit, ce vers quoi on croit être fait. Tu vois, on est fait pour et puis même, je pense qu'il y a des croyances que tes parents t'envoient ou que la vie t'envoie quand tu es tout petit et tu t'enfermes là-dedans. Moi, je fais très attention avec ma fille, de pas trop lui dire qu'elle est bonne dans un truc ou mauvaise dans un autre. J'essaie quand même de lui dire qu'elle est bonne dans certains trucs parce qu'elle en a besoin. Mais, j'ai pas envie de lui dire que elle est bonne que dans certains trucs, tu vois? Donc je fais hyper gaffe. Je Ouais. vais pas la déterminer. Il y a trop de choses à faire et même si elle est pas la meilleure dans certains trucs, est-ce que ce qui est pas plus important, c'est qu'elle fasse des choses même si elle est pas ni la meilleure, ni très bonne et cetera? Est-ce que si elle prend du plaisir dans un truc, est-ce qu'elle doit pas le découvrir? Si, Ouais, effectivement, tu vois? effectivement, c'est hyper intéressant. Finalement, on se définit malheureusement trop souvent par rapport au regard des autres. Comme tu le dis, tu fais un nouveau sport, tu es nul, bah, comme tous ceux qui ont commencé, évidemment. Et ceux qui sont là pour t'aider, ils savent très bien que tu n'es pas la meilleure personne sur ce sport aujourd'hui, mais bah, tu es là pour apprendre justement à te tromper, à recommencer. Et ça, je trouve ça génial en tout cas. Et le fait de pousser ta fille, alors pousser, non, je vais enlever le mot, pas pousser justement, de l'accompagner aussi bien dans la réussite que dans l'échec, moi j'ai tendance à dire, tant que tu t'es donné à 100% et que tu es fier de ce que tu as fait, peu importe le résultat, à partir du moment où tu as essayé, en tout cas, moi je trouve ça génial, je sais pas si c'est de ce côté-là tu voulais amener la chose, mais moi je trouve ça génial d'essayer en tout cas. Et si tu te dis, bah, j'ai tout fait, j'ai tout ce qui était dans mes capacités, je l'ai fait. On ne peut pas regretter de ne pas l'avoir fait en fait. Vaut mieux échouer joliment que ne pas tenter quoi que ce soit. Du coup, tu as évolué comme ça, donc ton état d'esprit est très très fort. Je crois que depuis que je discute avec toi depuis bientôt 1 heure, il n'y a pas un mot négatif. Tous les mots sont hyper positifs. Tu travailles énormément dessus, j'adore ça. Du coup, j'ai le sourire. Ça m'arrive pas d'avoir le sourire en permanence, mais j'ai le sourire parce que tout est positif. Donc moi, je trouve ça hyper sympa. Et toi, tu vas tellement loin parce que bon, tu crées un concept total, mais ce concept, il part au niveau... Alors, tu crées ce concept, mais tu le vends, enfin tu le distilles dans toutes les salles du France, du monde. Enfin, comment tu vas pousser ton projet encore plus loin? Alors, donc j'ai créé mon entreprise, je te dis, en 2018 et j'ai tout de suite, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que c'est, mon entreprise?» Elle a été, 2 choses à une époque. Aujourd'hui, elle n'est plus vraiment qu'une seule chose. Donc j'ai quand même réussi quelque chose qui est dur pour moi, c'est de faire une seule chose. Donc, dans mon entreprise d'aujourd'hui, j'ai pas arrêté ces dernières années de, réduire. Mais réduire pour mieux pour aller plus loin. Donc ça, c'est un travail. Tu vois, tout ce que je viens de te dire, si tu me comprends bien, tu vois que moi, c'est voilà, j'ai du mal à me déterminer sur, une seule action et me dire: «Allez» et par contre, je me suis observée, heu, cette entreprise m'a appris qu'à un moment donné, il faut, mettre toute son énergie sur un objectif. Donc, je vais pas me contredire. Je te dis pas que là, je vais fermer mes écoutilles et je vais faire plus qu'un truc dans ma vie, mais je crois que je suis arrivée à une fatigue quand même de dispersion en tant qu'entrepreneur, de vouloir que Fusion soit 1000 choses, ou en tout cas trois quatre. Et aujourd'hui, c'est une entreprise de formation pour coach, danseurs, prof de yoga, pole dancer, enfin tous les gens qui font partie du monde du corps, du mouvement, du sport. Et je les forme à cette discipline qui est donc le Pilates Fusion, qui existe donc depuis bientôt 13 ans. Et cette discipline est une licence. Donc j'ai déposé la licence tout de suite, parce que c'était ça le projet, d'en faire une marque. C'est le même business model que, je ne sais pas si tu connais Les Mills, Body Pump, tout ça, et cetera. Donc c'est exactement le même business model, ce sont des licences. Les coachs, ou la Zumba, les coachs se forment
et ensuite sont certifiés et payent une licence annuelle pour renouveler les contenus d'entraînement de la méthode. D'accord. Donc moi, j'ai monté ce business en pensant à ce business model, à ce travail, ce produit-là. Et aujourd'hui, le développement, alors donc, j'ai des coachs, j'ai formé à peu près plus de 300 coachs aujourd'hui. J'ai ouvert ces dernières années. À une époque, j'ai été très, très exigeante et je certifiais très, très peu de profs, vraiment que les avions de chasse. Et après, je me suis dit, Adèle, t'es pas très maligne parce que c'est quand même ton entreprise, il faut que tu gagnes de l'argent. Et il faut plutôt certifier plus pour gagner plus. Et il faut plutôt créer un organisme de formation qui permet à tes élèves, à tes coachs, de progresser. Donc, trouve les solutions pour qu'ils soient meilleurs. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai des profs un peu partout dans le monde, déjà. Donc, j'en ai en dehors de l'Europe et j'en ai en Norvège, j'en ai à La Réunion, j'en ai en Europe, Espagne, Italie, Belgique, j'ai eu, puis j'ai plus maintenant. Enfin voilà, ça va, ça vient. Et je voudrais développer évidemment en Europe, mais j'ai décidé de m'attaquer à un pays ou alors une région avec beaucoup plus de. Avant, c'était, si tu veux, tu sais, Instagram a beaucoup. Les réseaux sociaux ont complètement changé le game de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Tu n'as pas besoin d'argent pour te faire connaître. Donc moi, en fait, les gens viennent vers moi. J'ai jamais fait de prospection. Jamais de ma vie, j'ai fait de la prospection. Par manque de temps. Parce que, en fait, moi, je suis à la tête de Fusion. Mais pour gagner ma vie, j'ai toujours ça, c'est un peu la difficulté de mon statut. C'est que je continue à coacher pour gagner ma vie. Et je suis maman célibataire. Donc, si tu veux, le challenge est un petit peu grand depuis qu'elle est bébé, ma fille. Donc, challenge était un peu grand de gérer cette vie d'entrepreneur et que je devais gagner ma vie et en même temps que je devais élever ma fille toute seule. Et du coup, j'ai fait les choses un peu comme ça, en ayant un peu un plan, mais tu vois, j'ai jamais fait de prospection et je savais qu'il fallait que je le fasse, mais j'avais pas les moyens de temps, les moyens d'argent et tout ça. Donc, heureusement, Instagram est arrivé et Instagram m'a apporté des clients. C'est toujours le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais faire les choses différemment parce que j'ai envie de mettre un gros coup d'accélérateur sur le développement de Fusion pour que Fusion ne soit plus que mon unique travail et qu'enfin, et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont une entreprise, 3, 4, job en même temps. C'est un peu la nouvelle tendance. C'est pour ça qu'on s'essouffle et qu'on n'avance pas si vite. C'est un peu un problème. Mais parfois, on n'a pas trop le choix. Et donc, du coup, mon projet, là, c'est de développer dans une zone, à Dubaï. Je veux développer à Dubaï, parce que Dubaï est devenu la nouvelle Mecque du fitness. J'aurais jamais pensé dire ça un jour dans ma vie, que j'allais vouloir aller développer à Dubaï. Mais ça y est, je le dis. Et maintenant, je mets toute mon énergie là-dedans. Et donc, l'idée, c'est au lieu que les coachs viennent à moi, c'est d'aller prospecter. Donc, je suis en train de créer un carnet d'adresses de gens que je connais à Dubaï. Je vais commencer à les appeler là, dans les 2 semaines qui viennent. Et mon projet, c'est que fin 2025, début 2026, fin 2025, c'est sûr que je vais aller passer quelques jours à Dubaï, rencontrer les gens qui habitent là-bas, qui peuvent être des interlocuteurs, regarder un peu les lieux où il y aurait potentiellement des gens à former, aller frapper à la porte, mais je suis capable, j'ai pas besoin d'avoir un intermédiaire. Moi, je peux aller proposer mon truc, faire une masterclass gratuitement, etc., etc. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je vais te dire, il n'y a pas de secret. Il faut juste proposer le truc et puis tu es toujours étonné. En fait, c'est 9 fois sur 10, c'est oui. C'est ça qui est fou. C'est que, en fait, c'est juste l'énergie qu'il faut, ça, il faut l'avoir. Mais le résultat, je trouve, il est toujours assez étonnant. Je trouve que les gens sont toujours assez intéressés par ce que tu leur proposes. Moi, c'est un peu mon expérience. Ouais, le problème, après, c'est que faut pas aller n'importe où. Il faut aller vers là où ça peut te conduire. C'est-à-dire que des fois, c'est une déperdition de temps.
tu vois? Et d'énergie, parce que tu vas faire des choses qui sont pas, business, interesting. Tu vois ce que je veux dire? Businessment parlant. Mais tu le fais et puis un petit truc, un petit truc, un petit truc, puis un jour tu tombes sur un gros truc. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça et j'ai décidé aussi de vendre mon produit à une grande entreprise. Heu, voilà, je tais le nom parce que c'est pas encore fait, mais si j'arrive à les convaincre de prendre ma marque comme, un des produits d'expérience sportive pour eux, je pense que je vais pouvoir arrêter de coacher, même si je vais garder quelques clients parce que j'aime trop ça. Oui, j'imagine. J'imagine. Ça doit être compliqué. En plus, comme tu le disais au début, tu crées une fusion, en l'occurrence, avec tes coachés, tes clients. Non, pas clients, tu m'as dit mais tes élèves, effectivement. Et ça doit être dur de se séparer de quelqu'un, justement, parce que tu donnes tellement et la personne t'offre en échange beaucoup aussi et attend tellement de toi que ça doit être hyper intense. Moi, je fais pas de sport comme ça, mais effectivement, si j'avais un coach, clairement, j'en ferais beaucoup plus parce que j'ai la peur de l'ennui ou de pas être motivé, pas, tu vois, à un moment donné me dire oh non là il pleut, je vais pas y aller. Et j'aurai toujours une bonne excuse pour pas en faire, je pense. Donc non mais c'est top. Bah, je te souhaite que ça marche à Dubaï. Comme tu le veux, comme tu le veux, et puis pourquoi pas plus encore par la suite, tant mieux. Hein. Bon, en gros, je résume ce que tu m'as dit. Il faut aller taper aux bonnes portes, vont choisir les portes avant évidemment, pas taper aux mauvaises portes pour pas se casser le nez, pas perdre son énergie, son temps à pitcher son travail à n'importe qui, se refaire un carnet d'adresses ou en tout cas si on en a un, aller le réactiver correctement et donc ça c'est hyper intéressant également. Comment tu l'as très bien dit, tu n'as pas besoin pas eu besoin, je vais le refaire dans le bon sens, pas eu besoin de te vendre grâce à Instagram. Donc c'est un canal hyper intéressant. En tout cas, pour toi, ça l'a été et ça l'est pour énormément de monde. Hein. Évidemment, on a beaucoup d'influenceurs, influenceuses qui sont sur ces différents canaux Instagram. On a quoi on en a plein TikTok, LinkedIn et compagnie et compagnie. Donc il y a un canal pour tout le monde. Il suffit de savoir bien le travailler finalement. Toi, ça a bien marché pour toi. C'est génial. Je sais pas si moi j'arriverai. J'essaye de travailler, de draguer Instagram, mais pour l'instant, ça marche Dur, pas très hein, bien. c'est dur, c'est Ah, dur. c'est dur. Je veux juste dire un petit mot sur Instagram et les réseaux sociaux parce que c'est important, je pense, par rapport à ce que ta conclusion. Moi, j'aime pas ça, les réseaux sociaux, a priori. Je déteste ça. Heu, j'aime pas ce que ça renvoie comme, voilà, comme, ça peut te renvoyer beaucoup de frustration, d'énergie négative et tout ça. Donc, je suis assez, old school, moi. J'aime bien le réel. Mais je dois avouer que j'ai compris d'une manière claire, nette et précise que c'est notre, quand on est entrepreneur, c'est fou. Encore aujourd'hui, hein, parce que ça fait des années que ça existe. Encore aujourd'hui, c'est une clé pour entreprendre. Mais c'est un vrai travail. C'est-à-dire que Instagram ne se fait pas tout seul et que je regarde avec beaucoup d'admiration, heu, sur un certain plan, les gens qui font du contenu de qualité et qui, en même temps, arrivent à drainer une grosse, communauté. Je parle pas des gens qui arrivent à drainer une grosse communauté et qui font du contenu, de mauvaise qualité parce que ça, c'est un peu, c'est ce qui se passe, dans plein de domaines et on n'a pas envie de parler de ça, parce que c'est voilà, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui font du contenu de qualité et qui arrivent à avoir une super communauté et l'avantage, c'est que c'est gratuit et donc Ouais. c'est accessible. Mais c'est aussi un travail en soi. C'est-à-dire quand tu as une entreprise, ton image, elle peut évoluer, il faut la travailler et c'est du temps et en fait, je crois, c'était juste ça que je voulais te dire, c'est que c'est peut-être consacrer du temps à cette publicité à Instagram, et il faudrait peut-être le voir comme quelque chose d'équivalent au temps que tu consacres à ton produit. C'est-à-dire que c'est presque pour moi, c'est de ce niveau-là. Et moi, j'ai jamais vraiment fait comme ça. Mais je sais que le jour où j'arrive à consacrer autant de temps aux réseaux sociaux qu'à mon produit, heu, je j'ai quasiment plus d'efforts à faire. C'est ça qui est fou. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une boutique ouverte, bah, qu'est-ce que j'attends? Ça reste du travail, ça reste du temps. Et en fait, moi, je suis dans mon entreprise, je suis à la tête de beaucoup de trucs. J'ai juste une associée.
et une freelance en comptabilité et un comptable. Donc, si tu veux, tu crées ton produit, tu formes les gens, tu formes tu formes les élèves, les coachs, tu formes les master trainers, parce que j'ai aussi des master trainers qui forment des gens. Tu travailles avec ton associé qui s'occupe un peu des réseaux sociaux, mais qui s'occupe aussi des inscriptions aux formations. Enfin, donc, le temps consacré aux réseaux sociaux, il est pas assez grand, mais j'en ai conscience. Tu vois? Donc, qu'est-ce que je... Est-ce que c'est pas peut-être le temps d'embaucher une personne dédiée à cette plateforme, à ces plateformes-là, aux réseaux sociaux, perdre un peu d'argent, enfin investir un peu d'argent plutôt dans cette activité-là parce que c'est hyper compliqué. Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant, j'adore. Je vais travailler sur Insta. Ok, d'accord, je vais essayer. Enfin, quelqu'un qui m'a poussé dedans. Ok, j'y vais. Avant de nous quitter, j'ai encore 2 questions, Adèle. Une question toute simple, c'est t'as énormément de choses, t'as appris plein de petits tips, des éléments tout au long de ta vie. Est-ce qu'il y a des mentors ou des livres que tu pourrais recommander très facilement à tous ceux qui sont autour de toi? Si c'est un livre, le livre de chevet que tu donnerais à tout le monde en disant tiens, lis celui-là, il est exceptionnel. Est-ce que tu as ça Ouais, j'ai ça. J'ai été passionnée, je suis fascinée par l'histoire d'un certain William. Alors, je te l'enverrai parce que tu m'avais demandé de t'envoyer les choses. Ouais. William Kriegel, Kriegel, qui est le fondateur du Haras de la Sens et qui a écrit un bouquin, je pense, il y a peut-être une dizaine d'années, qui s'appelle À mon allure et qui a eu une vie, alors là, incroyablement passionnante, inspirante, qui a fait des trucs complètement en dehors de son domaine de prédilection. Ça, j'aimerais bien le relire 2 fois, 3 fois, sans problème. J'aimerais rencontrer ce monsieur et je le rencontrerai un jour. En tout cas, je vais lui écrire une lettre pour lui dire que j'ai été passionnée par son livre. Et c'est quelqu'un qui a eu une maladie très grave enfant, qui a eu une enfance très difficile, qui le destinait à mourir jeune. Et c'est comme une plante qui sort d'un mur de béton, quoi. Et qui devient un arbre gigantesque. C'est incroyable. Et incroyable de force, de conviction, de résilience, d'inspiration et puis aussi de vision du monde. Parce que c'est lui qui a importé l'éthologie en France, qui est donc cette... tout d'un coup, je me dis, est-ce que c'est l'éthologie? Oui, je crois que c'est l'éthologie. Il faudra vérifier. Je ne dis pas de bêtises, c'est pas ce mot-là, mais qui est donc une manière de traiter et d'avoir une relation avec les chevaux, qui vient des Indiens, des horse whisperers aux États-Unis. Il y en a. Il y en a aussi en Amérique du Sud et tout ça. Donc, il a importé en France. Il s'est battu pour que ça devienne une discipline à part entière auprès de la Fédération française d'équitation. Il a été très fort là-dessus. L'éthologie sur tous les animaux, hein, pas que les chevaux d'ailleurs. Hein. C'est une science comportementale des animaux qui est hyper intéressante. Ok, bah, tu vois, ce livre, je le mettrai dans les notes de l'émission pour que ça inspire d'autres personnes que toi, puisque c'est exceptionnel. J'ai regardé rapidement il y a quelques temps, parce qu'il est passé dans un autre podcast, il m'avait subjugué. Son récit est impressionnant. Génération do it yourself, va voir, pendant 3 heures, il en a parlé. C'est hyper intéressant et j'ai beaucoup apprécié. Et il est humble. Tu sais, ces personnes qui fédèrent, qui arrivent à changer le monde, mais qui s'en rend pas compte. Enfin, en tout cas, qui donnent pas l'impression d'être plus haut que ce qu'il n'est, et alors qu'il devrait être beaucoup plus haut en fait. Hein. Excuse-moi, je sais qu'on est un peu là, on dépasse le temps, mais je veux juste te dire par rapport à ce que tu viens de dire, ce que j'aime chez lui. Tu vois, effectivement, il est humble peut-être. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés, de rejets, il est rentré dans un monde des plus grands entrepreneurs français. Il a travaillé avec vraiment les anciens, les gros poids lourds de l'entreprise française. Il s'est jamais excusé. Quand tu lis le livre, moi, ce qui m'a
ce qui m'a passionnée, et moi je trouve ça génial. Non, 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 dans le livre, il est, c'est pas justement, il manque pas d'humilité. Il est très humble, clairement, mais il a un truc de, il a une personnalité qui dérange, et il a dérangé beaucoup de monde, et il s'en excuse pas, et il s'en est servi pour être différent, et il a accepté sa différence, et moi j'aime bien ça m'inspire. J'aime pas forcément le côté trop lisse chez les gens. J'aime bien un côté un peu cassé, et c'est un mec qui a été cassé, tu vois, Ouais. et qui a été fricoté avec des gens pas faciles, vraiment, tu vois, et il s'est pas laissé faire, et il s'est cassé la gueule. Il a monté des entreprises avec des millions de dollars et tout ça. Enfin, c'est quand tu te casses la gueule et que tu t'as investi tant d'argent, toute ta vie, un truc et ça, et bim, il remonte un autre truc, et pas froid aux yeux, et ça n'a rien à voir, c'est encore dans un autre domaine. Wow, tu vois? Ouais, Vraiment, ouais, c'est inspirant, quoi. Je dis pas qu'on doit du tout tous être comme ça, hein, mais ces gens-là, il y en a un c'est rare, tu vois? c'est rare, ouais. Mmh. Mais il montre clairement que à chaque fois que tu chutes, peu importe, c'est un apprentissage. À chaque fois, tu te relèves. Et j'ai enregistré avec Inès Cabane, qui a fait 11 ou 12 entreprises. Je crois qu'elle a sa 13e aujourd'hui. Je l'ai eu au téléphone il y a 2-3 jours. 13 entreprises. À chaque fois qu'elle tombe, elle se relève encore plus vite, encore plus fort, encore plus grand. Et ça la propulse toujours plus haut. Et en l'occurrence, pour lui, c'est exactement le même. Enfin, c'est l'impression qu'il donne. En tout cas, c'est génial. Allez-y, allez écouter, allez lire son livre, et puis allez l'écouter, il fait pas mal d'interventions également. Dernière question, et puis après je te laisse partir, vaquer à tes occupations. Inès, pardon, Adèle, si tu pouvais remonter dans le temps, genre 20 ans, 25 ans en arrière, 26 même, ou 27, allez, on va aller un peu plus tard, et que tu avais la capacité de te retrouver nez à nez avec toi-même, qu'est-ce que tu te dirais ? Je pense que je me dirais alors je me dirais ça. Je pense que je me dirais de profiter encore plus, de profiter plus, de faire, c'est bizarre de dire ça, waouh, de faire plus de choses. Parce que malgré tout, tu vois, malgré tout ce que je viens de te dire, je regrette de ne pas avoir profité de certaines choses. Profiter plus, et c'est pas que, ouais, profiter plus, tu vois. Euh, j'aurais, je me dirais, vas-y, là on t'invite dans cette maison, même si t'as pas trop envie d'y aller, allez, c'est 2 jours, vas-y. Parce qu'en fait, c'est que ça. Pour moi, c'est vraiment ça une des grandes vérités, tu vois. Faut y aller, quoi. Je vais en profiter plus. Profite. On n'a qu'une vie, ça passe trop vite. Voilà. Moi, je dois travailler sur cette question-là. Tu n'es pas la seule, je te rassure. Là, c'est une question que beaucoup de monde se pose. Donc profitons de ses proches, de sa vie, des activités, de tout ce qui se passe. Et comme tu vois, de ce qu'on a, de qui on est. Profite aussi de toi. Profite, regarde-toi. Perds pas ton temps à pas t'aimer, à te trouver nul. Non, en fait, tu vas regretter. 10 ans après, tu vas te dire, mais j'étais génial. Oui. Et c'est vrai aujourd'hui. Tu vois. Merci beaucoup, Adèle. Je t'en prie, Nicolas. Merci. Merci à toi. Beaucoup. Très intéressant tout ça. C'est top. Bon épisode, merci Adèle d'avoir échangé avec moi. J'aime beaucoup la façon dont tu amènes les choses. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es hyper positive, mais évidemment c'est peut-être ton métier qui veut ça, ou en tout cas qui t'a encore plus poussé dans ce que tu avais déjà au fond de toi, et tu montres que tout est possible finalement d'un poste que moi j'aurais imaginé rester enfermé dans une pièce. Tu as réussi à exploser au niveau mondial, dans mieux européen, international. Tu as créé des choses très, très, très forte, très grande. Tu as réussi à rencontrer des personnes exceptionnelles, puis tu vas en rencontrer encore plein. Donc je te souhaite de continuer comme ça. J'espère qu'on se recroisera dans 2 ans où tu me diras, c'est bon, j'ai fait exactement ce que je voulais, j'ai profité.
tous les jours. Et aujourd'hui, je suis à Dubaï parce que c'est un endroit, mais j'en ai fait plein d'autres. Et écoute, je te souhaite que du bonheur pour la suite. Je te remercie encore une fois. À toi aussi, je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite. C'est génial ce que tu fais. Merci. Top. Merci beaucoup. Ciao, bye bye. Ciao. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.